Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence en direct ou en différé. Je suis très heureux d'être ici, particulièrement aujourd'hui où le centre-ville de Strasbourg renaît en quelque sorte. On est ici à la Galerie Kléber, évidemment avec la fameuse place Kléber, et je vois d'ici ce super sapin de Noël. Et donc vraiment aujourd'hui, il y a une espèce d'émotion pour la ville de Strasbourg, et pour la France entière en réalité. Hein, bon voilà, c'est quelque chose qui est important. Donc, on a cette ambiance particulière. Le cycle de conférences qu'on organise avec le laboratoire de recherche du CEPI, le Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle, ce cycle de conférences intitulé Autour du droit d'auteur, on le fait depuis 3 ans, au moins 2 ans. En tout cas, on a fait un certain nombre de conférences. Et ça, évidemment, ça n'a jamais été tout seul, sans personne dans la salle. Et généralement, la salle est assez bien remplie. Donc c'est très particulier. Mais je crois que l'équipe de François Wolfermann est très active. Et vous le voyez à leur vue sur Facebook. Et il y a une forte demande. Et c'est une excellente chose. Aujourd'hui, sans plus attendre, on voudrait vous parler de propriété intellectuelle, encore une fois, comme on fait souvent dans des conversations autour du droit d'auteur. Parfois, on déborde sur d'autres sujets que strictement parler de la propriété intellectuelle. Un ouvrage qui est sorti il y a peu, Propriété intellectuelle, époque culture, qui est sous-titré, mais je vais lire le sous-titre un petit peu plus tard, sous la direction scientifique de Yann Bazir, qui est un de nos hôtes, nos invités aujourd'hui. Yann Bazir, il est directeur général du CEPI, il est maître de conférence, donc à l'Université de Strasbourg. Le CEPI, c'est le composant de l'Université de Strasbourg. Donc c'est un acte de colloque auquel j'ai moi-même participé, et donc d'un colloque scientifique, de sciences juridiques, et je vais aussi revenir dessus. Et puis notre discutant, entre guillemets... celui qui n'a pas de doctorat et qui est pour là. Voilà, c'est celui qui est là pour... qui n'a pas écrit dans le livre, vous voyez, mais qui est quand même intéressé et qui va venir en discuter sur Colloquial, avec nous, mais avec vous aussi. N'hésitez pas à poser des questions, vous savez comment ça fonctionne, sur Facebook. C'est Bruce Benamran, vous le connaissez sans doute par sa chaîne YouTube lancée, qui a, je ne vais pas dire les chiffres, qui a beaucoup d'audience. Et puis, qui était là il n'y a pas longtemps, ici, à Galerie Kléber, pour présenter son roman L'ultime expérience, paru chez Flammarion, dont on me dit à Kléber qu'on est proche de la rupture de stock et que Barack Obama a qu'à bien se tenir. Ah, il tremble, il tremble. Donc voilà, mais blague à part, je crois qu'on a un écrivain qui peut être satisfait. Quand on est publié chez Flammarion, les gens sont contents. Oui. Mais quand on le livre recevant, en plus, c'est encore mieux. Donc pour introduire cet ouvrage Propriété intellectuelle et pop culture, je voudrais simplement commencer par une petite citation d'un ouvrage que j'adore de Nietzsche, qui s'appelle Le Gai Savoir, et qui est le Gai Savoir qui est à titre personnel un ouvrage très important. Et qui a un endroit, je pourrais citer, il y a plein de citations que je pourrais prendre de cet ouvrage pour illustrer la démarche qui est celle de Yann Bazir et celle de cet ouvrage sur la propriété intellectuelle et pop culture. Nietzsche écrit celui qui se sait profond s'efforce d'être clair, celui qui voudrait sembler profond à la foule s'efforce d'être obscur. Et je crois que ça résume bien la démarche de Yann Bazir, qui s'efforce d'être clair. Et la pop culture, ça parle à tout le monde. Nous, on est juristes, on est universitaires, on fait de la science juridique, on a cette prétention. Mais nous sommes aussi des enseignants, on est enseignants-chercheurs. Et donc, l'idée, le constat, c'est de se dire...
il n'y a pas besoin de s'ennuyer pour être sérieux, et que le savoir, ça doit se faire dans la joie, l'allégresse, la gaieté, ça doit se transmettre de cette manière, et c'est aussi un programme pédagogique finalement, c'est aussi l'enseignant qui parle ici. Donc c'est un vrai projet d'explication du droit. C'est ce qu'on fait ici à librairie Kléber, parce que des conférences par des juristes, pour des juristes, entre juristes, on les fait, c'est important, ça existe, à la faculté de droit, au CEPI, mais je crois que c'est important aussi pour nous, juristes spécialisés en propriété intellectuelle, d'être présents, et je remercie François Wolfermann pour son hospitalité à la librairie Kléber, parce que la propriété intellectuelle, c'est aujourd'hui dans le débat public, les questions de droit d'auteur, de droit des marques et de brevets intéressent tout le monde, et pas que une petite communauté de juristes spécialistes qui seraient les seuls à bien comprendre ce dont ils parlent. Et puis aussi parce que on voit sur Internet, sur des blogs, des choses erronées, très idéologisées, si je puis me permettre, enfin avec des postulats idéologiques qui font que le juriste parfois s'arrache un peu les cheveux parce que on a des discours qui sont biaisés. Donc voilà, c'est un vrai projet d'explication du droit. Ça fait partie d'un mouvement, je pense, mais Yann va en parler mieux que moi de manière plus détaillée, de parler de pop culture en général et de propriété intellectuelle, mais ça s'inscrit, je pense, dans un mouvement plus large d'étude du droit par rapport à la pop culture. Je pense que c'est quand même le dénominateur commun. Et il n'y a pas que la propriété intellectuelle, il y a d'autres ouvrages qui font cela. Et donc, de manière générale, je voudrais insister sur le sous-titre. Le sous-titre de l'ouvrage, c'est « Nouveaux enjeux, nouveaux défis ». Et ça pourrait être, c'est le cas pour les autres branches de droit. Par exemple, un ouvrage droit hip-hop qui vient de sortir, avec une superbe couverture, avec les membres de Public Enemy. Et voilà, ça dit beaucoup de choses au-delà de la propriété intellectuelle. Mais donc voilà, le sous-titre est important parce que nouveaux enjeux, nouveaux défis, ça permet d'enseigner le droit. C'est le professeur Roda, alors je ne vais pas vous citer des numéros de page et des petits post-it, mais qui explique, qui dit, mais ça permet d'enseigner le droit. Ça permet d'enseigner le droit et ça permet aussi de le repenser. Ça permet de questionner le droit établi. C'est Christine Korkos, dans une contribution en anglais, qui le fait dans cet ouvrage, en disant, mais voilà, ça permet de repenser le droit établi, ou Nicolas Bronzo, qui nous dit, et là j'ai noté, oui, qui parle, j'ai bien aimé la formule, qui parle de l'équilibre dans le non-droit, et puis qui ensuite propose des pistes de réflexion, c'est à propos des fanfictions. Donc voilà, donc tout l'ouvrage dont Yann Bazir va vous parler est, à mon avis, un outil précieux d'enseignement, de communication, de réflexion aussi, parce que c'est pas uniquement, pour résumer et pour dire les choses autrement, c'est pas uniquement pour s'amuser, c'est aussi un outil pédagogique et scientifique qu'est cette démarche basée sur l'analyse de la pop culture et de ces objets fictionnels que nous aimons. Eh bien, ils veulent dire, ils signifient quelque chose. Voilà, en quelques mots, si je le fais à la place de Yann Bazir, alors qu'en fait, c'est lui qui a initié la démarche. Mais voilà, je voulais vous présenter en quelques mots la démarche qui est celle de cet ouvrage Propriété intellectuelle et pop culture. Je pense, Yann, tu peux commencer avant... D'accord, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Franck, pour ces bons mots. Tu as quasiment tout dit, en fait. Si je peux me permettre, je souhaiterais simplement rappeler quelques éléments sur la genèse de cet ouvrage. Cet ouvrage, donc, comme Franck l'a dit, il s'agit d'actes de colloque. En l'occurrence, un colloque qui a été organisé le 9 octobre 2018 à l'Université de Strasbourg, au Palais U, par le CEPI, mais avec les USP, donc c'est une association, ce sont les jeunes universitaires spécialisés en propriété intellectuelle. Cet ouvrage, ensuite, eh bien, on a réussi à collecter les différentes contributions des uns et des autres, et l'ouvrage, aujourd'hui, est publié dans la collection de l'IRPI, et je profite de l'occasion quand même pour les remercier, parce que il n'est pas évident de soutenir ce type de projet qu'on pourrait peut-être qualifier d'original, mais je vais y revenir après.
Alors évidemment, Franck, je pense que ton introduction est parfaite, puisque ce qui a engendré, là aussi on est sur la genèse, cet ouvrage, c'est évidemment le plaisir. Le plaisir à titre personnel, j'ai grandi avec le Club Dorothée, j'ai grandi avec les dessins animés japonais, et puis j'ai continué à apprécier les blockbusters estivaux, je continue d'apprécier les films de Noël à gros budget, Le Seigneur des Anneaux, etc., pour remonter au début des années 2000. Et aujourd'hui, comme bon nombre de personnes, je suis addict aux différentes séries télé produites notamment par HBO. Donc je grandis et je vis dans la pop culture. Et l'idée, en fait, toute simple, c'était d'essayer de faire un pont entre ma matière, la science juridique, en particulier de mon côté plutôt la propriété intellectuelle et le droit des marques, et la pop culture. Et finalement, j'ai réalisé assez rapidement qu'en France, il y a un mouvement qui se développait, un mouvement que tu as évoqué, c'est le mouvement droit et pop culture. Et ce mouvement, il fait l'objet de critiques, soyons très clairs là-dessus, parce que droit, pop culture, est-ce que c'est bien sérieux? Est-ce qu'il est bien sérieux finalement que la science juridique se saisisse de la pop culture qui est présentée, et je pense que Bruce pourra peut-être en parler par la suite, de low culture, hein. Rappelez-vous Bourdieu qui faisait cette distinction avec la high culture d'un côté et la low culture. Il est quand même plutôt noble d'aller à l'opéra, d'aller au théâtre, et par contre il serait peut-être moins bon, moins noble aujourd'hui de jouer aux jeux vidéo ou d'aller voir le dernier blockbuster à la mode. Et finalement, vous voyez, cette absence de sérieux liée à la pop culture, qu'on pourrait retrouver dès lors qu'on essaye d'associer science juridique et pop culture, eh bien c'est quelque chose qui existe de manière générale. La pop culture est quand même moins bien vue. Pour autant, la pop culture, et là aussi, je pense que Bruce pourra en dire un mot, et sans doute bien mieux que moi. La pop culture, c'est quelque chose qui nous fait réfléchir. Je ne sais pas si vous avez vu passer quelques pubs à ce sujet, mais vous avez Le Point Pop qui a sorti un nouveau numéro sur le pouvoir à travers le prisme en fait des séries télé. Donc le pouvoir dans Game of Thrones, évidemment, le pouvoir dans House of Cards, et j'en passe. Ce qui tend à démontrer que les œuvres de pop culture peuvent être des objets d'étude, et pas uniquement dans le droit, bien au contraire. Et bon nombre d'œuvres de pop culture nous questionnent, nous amènent à nous interroger. Alors évidemment, je donne toujours les mêmes exemples, mais là je vais en trouver d'autres. Typiquement, les super-héros, si on remonte à la genèse des super-héros, c'est quand même pas complètement innocent. Captain America, hein, c'est une réponse quand même au développement du nazisme. Et si on prend l'histoire des mutants, des X-Men, on est là aussi, on est en plein cœur de l'histoire américaine. Donc la pop culture peut être le reflet de la société. Prenez Godzilla. Godzilla, c'est une réponse à Hiroshima, Nagasaki, typiquement. Donc ce sont des objets d'étude, ce sont des choses qui nous amènent, encore une fois, à nous interroger. Et ce, quel que soit finalement le volet de la pop culture, hein, même si on bascule dans le cinéma de genre, dans le cinéma horrifique, les œuvres de George Romero sur les zombies me semblent être des exemples idoines, et là aussi nous amènent à nous interroger. Et en fait, aux États-Unis, depuis de nombreuses années déjà, vous avez ce mouvement qui s'est développé à propos droit et pop culture. Et c'est assez naturel que le droit se soit saisi de cette question de la pop culture. Et ce mouvement, il s'inscrit finalement dans la suite logique de ce qu'on connaît aussi en France, hein, droit et littérature, droit et opéra. Bon, évidemment, littérature, opéra, tout de suite c'est plus noble, mais dès lors qu'on commence à parler de pop culture, ça le serait moins. Pourtant, il y a trois aspects, à mon sens, très importants dans ce mouvement droit et pop culture, trois strates. La première, c'est ce que Franck a évoqué, c'est cet aspect de vulgarisation en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on se sert de la pop culture pour pouvoir faire passer des messages, on se sert de la pop culture pour illustrer nos cours et pour finalement capter l'attention des étudiants. Ça, c'est la première chose. Et évidemment, dès lors que vous regardez Game of Thrones et dès lors qu'on parle de duel dans Game of Thrones, c'est quand même une question juridique hyper intéressante. Envisagez aussi The Leftovers, que vous connaissez, la série d'HBO, les notions de disparition, les notions d'absence qui sont centrales en première année de droit, en introduction en droit. Cette série traite de cette question de manière très fine. Donc, la pop culture peut être un vecteur pour enseigner le droit, pour mieux faire passer les messages. Et je dois avouer que, enfin, à titre personnel, pour essayer de faire passer des messages à travers la pop culture, eh bien, ça marche. Et les colloques qu'on a pu organiser à travers toute la France,
Et là, quand je dis on, c'est tous les collègues qui se sont saisis de cette question droit et pop culture, eh bien, fonctionnent. À Strasbourg, on a eu la chance d'organiser des colloques sur le droit et les super-héros. On avait beaucoup de monde. Le plus gros carton, c'était Droit et Camelot. On était là aussi au Palais U. Plus de 300 personnes qui sont restées jusqu'à 21h pour parler de droit, vous imaginez? C'est quand même assez incroyable. Deuxième élément qui me semble être très intéressant, parce que là, vous voyez, si on fait droit et pop culture, vulgarisation déjà, rien que le terme est limite péjoratif, et donc je me tire presque une balle dans le pied. Mais vous avez un autre aspect très intéressant dans ce mouvement droit et pop culture, c'est finalement se saisir des œuvres de pop culture afin de voir comment le droit est représenté. Et ça, c'est pas rien, ça doit nous amener à réfléchir, justement, nous, en tant que juristes, en tant que scientifiques, pour essayer peut-être de tordre le cou à des idées reçues, et puis peut-être pour essayer d'anticiper des choses. Parce que tordre le cou à des idées reçues, c'est une chose. Cette représentation du droit dans les œuvres de pop culture nous amène à nous interroger, et il faut évidemment travailler dessus. Et je pense que les personnes qui devraient aussi travailler dessus, c'est bien évidemment le législateur. Il devrait se poser un certain nombre de questions. Mais pensez aussi aux œuvres de science-fiction. Là, on est en plein dedans. Je veux dire, l'actualité est quand même extrêmement riche. Mais pensez à toutes ces questions sur les données personnelles. Remontez quelques décennies en arrière, remontez à Philippe Cadic, remontez à Minority Report. Ces questions étaient déjà envisagées. Et les auteurs de science-fiction, et la formule n'est pas de moi, elle est d'une autrice dont j'ai oublié le nom, et elle me pardonnera, je l'espère, mais qui était sur un podcast, c'est plus que de la science-fiction. Elle expliquait que les auteurs de science-fiction, c'était finalement des lanceurs d'alerte. Et je pense que la formule, elle est quand même extrêmement intéressante parce que les œuvres de science-fiction peuvent être des objets d'étude à part entière, doivent nous inviter à opérer cette recherche. Et puis, troisième élément, troisième étage de la fusée dans ce mouvement droit et pop culture, eh bien la pop culture, c'est évidemment un objet économique, et la pop culture, du fait de son importance, doit aussi être étudiée, doit être un sujet de recherche proprement dit. On ne peut pas simplement constater que le dernier Avengers bat Avatar au box-office mondial avec je ne sais plus combien de milliards, 2 milliards peut-être, non, un peu plus de 2 milliards au box-office mondial, et puis dire, ok, dont acte, le droit n'a pas vocation à s'intéresser à cette question. Alors, l'idée derrière mon propos, ce n'est pas de dire, oui, vous avez un droit de la pop culture, pas du tout. Je n'y crois pas d'ailleurs. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la pop culture, en tant que modèle économique, en tant que modèle aussi créatif, est-ce que ça ne pose pas de nouvelles questions qui, justement, seraient des nouveaux enjeux et des nouveaux défis? Et l'objectif de ce colloque organisé au mois d'octobre 2018, c'était justement d'essayer d'apporter une réponse à ces questions, afin d'envisager de nouveaux objets de droit, potentiellement saisissables par la propriété intellectuelle, on pourra y revenir par la suite, envisager aussi de nouveaux comportements qui pourraient être sanctionnés par les droits de propriété intellectuelle, ou en tout cas à la lumière des droits de propriété intellectuelle, et puis aussi un autre enjeu, un autre défi, est-ce que la pop culture ne nous conduit pas à nous questionner sur de nouveaux modèles créatifs, l'intelligence artificielle, le modèle social aussi, avec un modèle social qui est quand même assez différent aux États-Unis, avec les séries avec des showrunners et puis des usines de scénaristes, des dizaines de scénaristes qui bossent sur les scénarios, et puis de l'autre côté, en France, où vous avez des équipes peut-être un peu plus réduites, et où le droit d'auteur occupe une place bien plus prépondérante. Donc la pop culture nous interroge, et voilà, pose de nouveaux défis, de nouveaux enjeux. Et l'objectif, encore une fois, c'était d'essayer de se saisir de ces questions pour revenir peut-être sur des sujets qui ont été traités, mais pas de manière spécifique à travers l'aspect pop culture. Et puis, pour certains sujets, eh bien, que ça soit saisi pour la première fois par la science juridique. Je pense notamment à la question des langues fictives. Sauf erreur de ma part, c'est la première fois qu'on en parlait très sérieusement dans un colloque, et qu'aujourd'hui on a un article dans un ouvrage. Les fanfictions aussi. Les fanfictions, c'est quelque chose qu'on connaît, qui a été évoqué notamment dans un rapport du CSPLA. Mais est-ce qu'il y a eu de véritables articles sur les fanfictions? De la même manière, en France, est-ce qu'on a eu de véritables articles doctrinaux sur les mèmes ou sur les spoilers? C'est quand même aujourd'hui un sport national, le spoiler. C'est entre le spoiler prédictif et puis le site internet spécialisé en cinéma ou en série qui nous raconte le lendemain de la diffusion de l'épisode
l'épisode en question sans pour autant apporter une critique. Enfin, moi, je trouve que le spoiler pose de vraies questions au regard de la propriété intellectuelle. Et donc voilà, c'était cette ambition modeste d'essayer de s'engager dans une nouvelle voie, avec sérieux, mais avec surtout un grand plaisir. Voilà quelle est la genèse un petit peu de cet ouvrage, Franck. Alors, avant de donner la parole à Bruce, je voudrais ajouter 2 choses. La première, c'est que je pense que il y a une portée particulièrement importante de ce type de réflexion en termes de société. Parce que je vais vous donner un exemple qui est ma propre contribution, pardon de me citer moi-même, mais quand on réfléchit sur le droit d'auteur et la musique, et que on cite Stockhausen ou pardonnez-moi le traité de 1911, le traité d'harmonie de Schoenberg, ça fait réfléchir et on peut discuter entre gens très sérieux. Quand c'est exactement la même réflexion qui est faite sur un tube de Laurent Garnier qui fait danser les foules, je pense que ça n'a pas la même portée, ça parle beaucoup plus aux gens, et alors que la réflexion est la même, et qu'on parle du droit, et que le droit il régit l'ensemble de la société, et pas uniquement des personnes qui réfléchissent de manière très intelligente. Je dis pas que Stockhausen c'est pas bien, mais je pense que ça a un impact qui est supérieur peut-être, en tout cas voilà, qui est particulier. Et puis je voulais parce que je regrettais dans mon introduction de pas vous citer exactement la professeure Korkos, qui est une professeure américaine, mais c'est aussi parce que les œuvres à laquelle elle fait référence, Yann Bazir les a pas citées. Alors pardon, je traduis de l'anglais en direct. Non, mais je vais te dire pourquoi, tu vas voir. Non, si elle parle de Star Trek, donc ça, de Yann Bazir en a parlé, et elle dit Star Trek. Je traduis en live. Évidemment. Nous invite à questionner le droit établi, à penser notre acceptation du droit, à critiquer, enfin nous invite, oui, à critiquer les postulats du droit, enfin the premises du droit. Donc le théoricien du droit s'y retrouvera, et puis tout de suite après, elle cite ce qui est à mon sens les deux meilleures séries de tous les temps, c'est Breaking Bad et The Wire. Et donc voilà, moi je m'y retrouve parce que c'est des séries que j'adore et que la théorie du droit ça m'amuse aussi beaucoup. Donc voilà, je voulais la citer parce que voilà, parce qu'il y a ces 2 aspects où on s'y retrouve. On a ces œuvres que l'on aime, comme je l'ai dit au début, et en même temps on a un discours qui est vraiment sérieux sur le droit avec une vraie réflexion. Voilà, et c'est aussi pour ça que aujourd'hui on se retrouve pas uniquement entre juristes à parler de droit, mais avec Bruce qui était très intéressé par la question et qui va nous livrer son sentiment. Okay. Ce qui se passe, c'est que là déjà on a déjà évoqué beaucoup de choses. Donc notamment effectivement le fait que la pop culture, c'est encore dans certains milieux, mais de plus en plus restreints, considéré comme effectivement comme une low culture, comme les mangas sont souvent considérés comme un sous-genre, soit de la bande dessinée, soit de l'art en général. Heureusement, c'est quelque chose qui a tendance de plus en plus à shifter, c'est quelque chose qui est en train de disparaître, mais c'est pas gagné. Et c'est marrant parce que moi, toute la réflexion qui a été faite autour du droit et de la pop culture, ça me fait vraiment penser à un chiffre qui a eu lieu aussi en sciences concernant la vulgarisation. C'est un truc que je dis assez souvent d'ailleurs, mais on en a parlé tout à l'heure. C'est la différence fondamentale qu'il y a entre la vulgarisation scientifique en France et dans les pays anglo-saxons. C'est que jusque dans les années 2000, c'était pas très bien vu de vulgariser en France. Effectivement, vulgariser, c'était un gros mot. C'était quelque chose qui était réservé à Michel Chevalet, à Jérôme Bonaldi et aux frères Bogdanov. En gros, c'était pour la télé, c'était pour un petit peu amuser les gens avec des petites expériences sympas. C'est pas sorcier, c'était pour les enfants. Et puis voilà, la vulgarisation, c'était pas quelque chose de sérieux. Et donc, un chercheur, un vrai scientifique chercheur qui avait son labo, qui vulgarisait pour le grand public, ses pairs avaient tendance à considérer qu'en fait, ça voulait dire que son champ d'études n'était pas vraiment sérieux, en fait.
Et c'est une différence fondamentale avec le modèle anglo-saxon, pas que les Américains, mais aussi les Anglais. C'est notamment les Anglais à l'époque de Faraday. Faraday faisait plusieurs fois par an des démonstrations au grand public, dans les grands amphis de la Royal Society, où il faisait des expériences qu'aujourd'hui on pourrait voir au collège ou au lycée, mais il le faisait parce qu'il pensait que c'était important que les gens sachent. Et notamment aux États-Unis, ce qu'on a tendance à dire, c'est qu'un chercheur qui ne vulgarise pas pour le grand public, ça doit être un chercheur qui ne comprend pas bien son champ d'études. Et donc, moi, ça me fait assez penser un peu à ce truc-là. Et c'est vrai qu'on a encore tendance, trop souvent, et j'imagine, même si je pense que c'est en train de changer, j'imagine que ça ne fait pas très très sérieux pour les juristes, notamment les juristes sans doute surtout universitaires, de parler de pop culture, parce que je pense que les juristes qui travaillent dans les entreprises, dans les affaires, bon bah maintenant c'est bon, c'est assez établi. Marvel, ils ont des budgets d'1 milliard, ils sortent des 2,5 milliards. L'industrie du jeu vidéo, je crois que c'est plus gros que l'industrie du cinéma, il me semble, ou en tout cas on est sur les mêmes ordres de grandeur. Donc je pense que dans le monde des affaires, c'est quelque chose qui est reconnu. Maintenant, c'est peut-être quelque chose qui est reconnu comme étant quand même du fast-food culturel, ce qui est une erreur. Mais voilà, mais d'un autre côté, après, là pour le coup, je suis pas suffisamment connaisseur sur le sujet pour pouvoir en parler, mais j'imagine qu'il y avait sans doute des gens qui, à l'époque de Victor Hugo, de Zola ou Balzac, considéraient que c'était très très populaire et que c'était pas très très intéressant et qu'il valait mieux lire les classiques en grec. Je pense qu'à toute époque, il y a eu ces choses-là. Ensuite, sur le fait de vulgariser, sur le fait de faire le pont entre la propriété intellectuelle, vraiment au niveau juridique, et la pop culture, c'est vrai qu'il y a donc cet aspect, effectivement, qui pour moi est celui qui me parle le plus, qui parle le plus au vulgarisateur que je suis, qui est de dire, bah, justement, par le biais de la pop culture, on va pouvoir intéresser un maximum de gens à des sujets juridiques qui sinon ne les intéresseraient pas nécessairement. Et on peut voir notamment aujourd'hui, et l'importance de ce truc-là, on peut voir aujourd'hui dans le déficit qu'il y a dans l'intérêt qu'ont les gens pour la science. C'est-à-dire que si on s'était intéressé depuis des décennies à intéresser le grand public à la science et pas à leur dire « laissez, c'est un truc de spécialiste pour les bons en maths », bah peut-être qu'aujourd'hui, il y aurait moins de gens qui se poseraient des questions sur l'efficacité d'un vaccin, sur l'efficacité de porter un masque. C'est-à-dire qu'après, on peut toujours avoir une opinion sur le sujet, mais avoir au moins une opinion éclairée. Et c'est vrai que pour le coup, maintenant, le youtubeur que je suis, c'est que moi, quand je discute très souvent avec des gens, que ce soit d'autres youtubeurs, que ce soit de grand public, n'importe quoi, j'entends souvent dire des âneries en termes de propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'après, les grands classiques que vous connaissez sur est-ce que je peux utiliser la musique de tel autre truc dans mes vidéos? Oui, si je change 4 notes. Non. Et voilà, il y a toutes ces choses-là. Et donc, le fait de vulgariser, ça permet, je pense, d'intéresser. Effectivement, moi, on me dit propriété intellectuelle et Kaamelott. Moi, ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait eu du genre, droit et Kaamelott ou droit et super-héros. C'est évident que ça interpelle. Mais ensuite, il y a un deuxième aspect qui est que je pense, c'est qu'il y a sans doute, alors sans créer nécessairement de nouveaux droits, pour le coup j'en sais rien, mais je ne pense pas que ça crée de nouveaux droits, mais je pense que la pop culture interroge, elle pose des nouvelles questions au droit, notamment sur tout ce qui est, moi les premiers exemples auxquels je pense, ça va être, alors effectivement les mèmes, parce que les mèmes, c'est-à-dire que moi je vois sur Twitter, j'abuse en permanence de mèmes, je me pose jamais la question de est-ce que, en vrai, je suis pas en train de contrefaire le droit de quelqu'un. Bon après j'imagine que c'est de la parodie, c'est de l'exception, enfin bon, mais je pense que c'est flou en fait. Bah justement non. Enfin en tout cas il y a un article dedans de Karine Le Goffy et la conclusion c'est que vraisemblablement on est contrefaisant. C'est ça, c'est complètement illicite. Et puis après en plus, et à vrai dire, je sais même pas. C'est-à-dire que moi, quand je suis sur Twitter, je ne sais même pas si c'est le droit français qui s'applique, si c'est un autre droit. Donc il y a toutes ces questions-là, mais après il y a aussi les questions, notamment du streaming, parce qu'il peut se passer des choses en live, et puis il y a les fanfictions, et le e-sport aussi. Donc il y a tout un tas de questions qui sont des nouvelles questions. Et d'ailleurs, le e-sport, ça me fait penser à un truc, mais qui, pour moi, qui montre bien cet aspect des choses, à quel point les gens, des fois, ne réalisent même pas à quel point ils reproduisent ce schéma un peu d'être condescendant par rapport à une pop culture. C'était à l'époque, je pense qu'il a changé d'avis depuis, hein, c'est pas pour le blâmer, mais à l'époque c'était Nagui qui à la radio avait entendu parler, il y avait un de ses chroniqueurs qui faisait un reportage sur un streamer gaming. Donc c'est un gars qui est en train de se filmer, en train de jouer à un jeu vidéo, et qui avait une communauté de centaines ou de milliers de personnes qui le regardent jouer à un jeu vidéo. Et Nagui ne comprenait pas. Il disait, mais à quoi ça sert? Je veux dire, pourquoi est-ce que les gens vont regarder quelqu'un jouer à un jeu vidéo alors qu'ils peuvent prendre une manette et jouer? Et alors, personne ne lui a répondu dans son émission, puisqu'il était avec lui, avec ses chroniqueurs, mais dans les commentaires sous l'émission, tout le monde, il y a eu au moins 60 fois la même remarque, qui est de dire, mais pourquoi regarder un match de foot quand il suffit de prendre un ballon? Et c'est une question qu'on ne se pose pas.
Aujourd'hui, on se la pose plus. Et ben de la même manière, moi je regarde beaucoup de gens jouer à des jeux vidéo, je regarde beaucoup de gens faire du Minecraft, en ce moment du Phasmophobia, du Super Mario Maker, etc. Mais j'y passe vraiment des heures. Et quand j'en parle à des gens, ils me disent pourquoi tu fais ça? En plus, je les ai les jeux, je peux y jouer. Et sauf que les gars, voilà, pour moi, c'est vraiment regarder du sport, c'est des athlètes. Et ce shift mental n'a pas encore eu lieu. Il y a des domaines, moi je vois aussi simplement, c'est que aujourd'hui, maintenant, dans les librairies, il y a des rayons de science-fiction. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, dans pas mal de librairies, pas toutes les librairies, mais dans pas mal de librairies, science-fiction, alors c'était science-fiction, fantastique, heroic fantasy, tout ça, c'était le même rayon. Et on pouvait trouver Douglas Adams à côté de Arthur Clarke, à côté des Star Wars, à côté de Tolkien. Alors ça n'a rien à voir. Et c'était vraiment considéré comme des sous-genres. Voilà, je ne sais pas si je me suis pas un peu dispersé. Ah, pas du tout, pas du tout. Moi, je pense qu'on est en plein dedans. On est en plein dedans, encore une fois, c'est des nouveaux enjeux, de nouveaux défis. Enfin, la question de l'e-sport, de l'analogie, justement, avec, entre guillemets, le monde réel, en tout cas, le sport qu'on connaît, ça emporte des questions juridiques. Est-ce que le droit voisin, typiquement, qu'on connaît pour les manifestations sportives, est-ce qu'on peut l'appliquer pour l'e-sport? En l'occurrence, ça n'a pas été prévu. Et ensuite, l'autre question qui va se poser, c'est quel est le statut de l'e-sportif? Est-ce que c'est un statut qui est similaire à celui du sportif? Et là, en l'occurrence, vraisemblablement, je pense que non, parce que l'e-sportif joue à travers un support qui est donc lui-même une œuvre de l'esprit. Et le fait qu'il puisse faire ça, eh bien, on pourrait se poser la question de savoir si finalement, ce ne serait pas un artiste-interprète, ce qui n'est pas le cas d'un sportif. Un artiste-interprète. Et ouais, on peut se poser la question. Et la question est posée, envisagée par Julie Groff dans son article sur l'e-sport, avec dans un premier temps le statut de l'e-sport et cette analogie avec les manifestations sportives et la potentialité donc d'une reconnaissance d'un droit voisin. Et puis ensuite, le statut de l'e-sportif. Et l'une de ses remarques, l'un de ses développements, c'est ça. C'est finalement qu'on distingue le sportif de l'e-sportif, parce que l'e-sportif, il a un support. Le support, c'est le jeu, c'est une œuvre de l'esprit. Et finalement, en jouant, est-ce qu'il ne serait pas artiste-interprète? Alors du coup, j'ai une question qui me pop direct. Parce que comme je le disais juste avant, moi je joue pas mal à un jeu qui s'appelle Super Mario Maker. Donc le principe de ce jeu, c'est quoi? C'est que Nintendo a mis en place donc, un environnement dans lequel on peut créer nous-mêmes des niveaux des différents jeux Mario Bros. Et ensuite, on peut jouer à ces niveaux ou jouer à des niveaux que d'autres personnes ont fait. Donc moi maintenant, si je fabrique un niveau, est-ce que je suis auteur? Est-ce que j'ai des droits dessus? Enfin, je veux dire, c'est une œuvre composite ou dérivée. Enfin, il faudrait voir le jeu, voir une œuvre totalement autonome. Et d'ailleurs, c'est intéressant, et sans pour autant répondre à la question, parce que là, on est là aussi sur un sujet très spécifique. Justement, Julie Groff interviendra dans une dizaine de jours sur cette question. Là, on va organiser un séminaire droit et pop culture dédié aux jeux vidéo. Et vraisemblablement, elle envisagera cette question. Des modifications apportées par les gamers, et afin de déterminer s'il y a un impact sur la propriété intellectuelle et s'il y a potentiellement une reconnaissance d'un droit privatif à leur endroit. Ouais, ça, ou aussi, ou notamment les jeux qui sont fabriqués de façon... Enfin, où les environnements sont créés de façon procédurale. Un jeu typiquement comme Minecraft, quand on lance, chaque fois qu'on va le lancer, le monde va être différent, il est généré de façon plus ou moins aléatoire en respectant des règles par le programme lui-même. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'auteur de ce monde-là. Il y a toujours un auteur. Il y a l'auteur du programme. Du programme, oui. C'est pas la machine qui crée, c'est pas l'algorithme qui est créateur. Non, pour répondre à ta question spécifique, vraisemblablement, va regarder les conditions d'utilisation de la licence de Super Mario Maker. Ouais. Et vraisemblablement, ils te disent que si jamais tu crées des tableaux qui sont assez originaux pour être du droit d'auteur, tu leur cèdes les droits. Je sais pas, peut-être. Enfin, c'est une hypothèse, mais c'est assez vraisemblable. Alors, ils y ont pensé, je pense. Mais alors du coup, là, moi, je vais faire mon amateur au sens de celui qui aime mon amateur de propriété intellectuelle, mais c'est est-ce que on peut me faire céder des droits d'auteur sur quelque chose qui n'existe pas encore? Alors, en droit français, non. Théoriquement, non. En droit français, non. Non. Donc, en principe. Donc, si je comprends bien, la réponse courte, c'est compliqué. Oui. Non, mais c'est pour ça que ça interroge le droit très, très sérieusement. Ce que tu disais sur les mêmes, effectivement, la conclusion de Caroline Le Goffin, c'est de dire, en termes de droit d'auteur, c'est limite. Oui, ça marche pas. Et en même temps, c'est tellement utilisé
qu'à un moment, le droit, c'est un instrument politique au vrai sens du terme. Le droit, il est là pour répondre à une demande sociétale. Donc ça doit interroger le droit d'auteur. Si le droit d'auteur réagit pas vis-à-vis de ce genre de choses, il est en déconnexion totale avec ce qui se passe dans la vraie vie. Donc donc on est aussi là pour ça, pour réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau du droit d'auteur. L'idée de base du droit d'auteur, c'est quand même qu'il y ait un droit pour les auteurs, ou une rémunération, ou une juste rémunération. Et il y a une piste, à mon avis, c'est la gestion collective là-dessus, sur Internet, mais c'est un peu court. Enfin, encore une fois, c'est compliqué. Mais du coup, ça, parce que moi, si on reste sur l'exemple des mèmes, pour moi, j'ai une question aussi, c'est que j'imagine bien que si il y a un mème qui devient un peu célèbre et que je décide de le mettre sur des t-shirts et de le vendre, là, je comprends qu'il y a un problème de droit effectivement qui se pose. Mais si tu fais un mème avec un lapin crétin et que tu vends des t-shirts, tu vas avoir des problèmes assez rapidement. Ouais, oui. mais si maintenant j'utilise un mème dans un tweet, je veux dire, ce tweet il me rapporte pas d'argent, c'est pas commercial. Maintenant, on pourrait certainement aussi dire, oui, mais ça participe à ma communication et donc entre guillemets à ma notoriété, à ma visibilité sur le net, et que donc du fait, c'est peut-être aussi un peu commercial. Donc je sais pas, est-ce que c'est flou ou est-ce que c'est net? Non, en fait, il y a une tolérance, tout simplement. C'est là où c'est très intéressant, c'est que la pop culture, finalement, on réalise que par rapport à un certain nombre de problématiques, le fait est qu'il n'y a pas de contentieux. Il n'y a pas de contentieux alors qu'il y a de réels problèmes. Et donc, tant qu'il n'y a pas de contentieux, on est dans la tolérance pure et simple. Il y a la question des mèmes, premièrement, évidemment, la question des spoilers. On est aussi sur de l'atteinte au droit d'auteur, très certainement, si tant est que le spoiler reprenne des éléments originaux, etc. Si toutes les conditions sont respectées. Les langues fictives, zéro contentieux. Il y a eu un début de contentieux aux États-Unis à propos d'une fanfiction Xanadar, sauf erreur de ma part, c'était une fanfiction Star Trek. Ils avaient quand même soulevé $1 million, je crois, pour faire cette fanfiction. Donc c'était pas le petit projet. Ils ont repris tous les éléments de Star Trek, des costumes au logo Starfleet, etc. Et ils ont repris évidemment le Klingon. Et donc là, la Paramount elle a dit, écoutez, il y a quand même un souci sur le droit d'auteur. Et dans l'action, on visait atteinte au droit d'auteur pour les costumes, tac, 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 tac. Et puis il y avait les langues fictives. Et c'était le premier vrai contentieux sur les langues fictives. Alors ils ont transigé, donc finalement on n'a pas eu une réponse claire sur est-ce qu'une langue fictive est protégeable au titre du droit d'auteur. Et puis autre élément de tolérance, les fanfictions, très très clairement. Les fanfictions, c'est quelque chose qui date depuis l'Antiquité. Ça s'est développé justement avec un volet pop culture avec Sherlock Holmes. Il y avait des aficionados de Sherlock Holmes qui rédigeaient leur petite histoire de Sherlock Holmes. Et aujourd'hui, évidemment, avec le développement d'Internet, tout le monde y va de sa petite fanfiction. Et c'est intéressant parce que le droit pourrait y répondre. Je pense que il y a un problème de faisabilité, en fait. C'est-à-dire que c'est tellement développé qu'on va avoir du mal à interdire à tout le monde. Et en fait, la réponse qui est apportée, c'est plutôt, au-delà de la tolérance, on est plutôt dans le soft law, quoi. Des chartes, éventuellement, pour respecter le travail de l'auteur. Je sais que la BBC, donc avec Doctor Who, justement encourage les fanfictions et encourage certains auteurs à écrire pour que ça soit potentiellement des scénarios canons. Un auteur aussi en Heroic Fantasy avait développé ça sur un site internet, et donc il avait développé une charte et qu'il fallait respecter de A à Z, et donc respecter un petit peu quand même l'œuvre canon. Et Kindle aussi, sauf erreur de ma part, Amazon avait développé une charte de fanfiction. Et là, on voit bien l'intérêt en fait pour Amazon, c'est-à-dire que ça lui permettait de récupérer des œuvres légalement, on va dire contractuellement. Donc il y a des vraies problématiques, et en fait on réalise que la pop culture, justement, c'est tellement pop, tellement populaire, et que l'usage il est tellement massif, et que les atteintes sont peut-être tellement massives qu'on a du mal à pouvoir encadrer le tout. On pourrait les encadrer, mais en tout cas on a du mal, je pense, à passer le pas et aller sur le côté contentieux. Quelque part, c'est là où on a le pop de populaire et le pop de la bouteille de champagne, de quelque chose qui apparaît comme ça, une technologie qui nous permet de faire quelque chose, où le droit d'auteur devrait, ou en principe le même, pardon, je reviens sur cet exemple, ou par exemple, je pourrais, si tu veux parler de jeux vidéo, sur les gamers qui streament sur YouTube. Bon, il représente une œuvre originale qui est
pour être précis, l'interface graphique du jeu vidéo. C'est-à-dire, c'est pas le jeu vidéo c'est lui-même, mais c'est... Sur les jeux vidéo qui ont vraiment une narration avec toute une histoire, ils spoilent toute l'histoire du début à la fin, en plus. Alors, ouais, alors, e-spoil, c'est encore une autre question, ça. On voit l'histoire comme un film. Il représente cette espèce de film, oui. C'était à ça que je pensais par rapport à la remarque de celui qui dit mais c'est comme le joueur de foot. Non, c'est pas comme le joueur de foot. Et aussi pourquoi les gens regardent? Parce que ça raconte une histoire. Ouais. Et qu'on a des jeux vidéo qui se regardent comme des films. Et qui peuvent... enfin, c'est pas ceux qui marchent le plus. C'est-à-dire les streamers qui marchent le plus, on n'est pas sur du jeu vidéo qui raconte une histoire. Ça, c'est ce qui arrive quand il y a d'un coup un jeu vidéo qui est très attendu, qui sort. Là, pendant quelques jours, tout le monde joue à ça. Mais sinon, vraiment, c'est les gens streament vraiment sur des jeux qui se jouent en partie courte ou pas trop longue, en fait. Et puis, où c'est toujours un peu la même... Mais c'est l'équivalent, on va dire, des échecs modernes, quoi. Que ce soit du League of Legends, que ce soit du Dofus, que ce soit des choses comme ça. Où c'est des jeux, là il y en a un en ce moment qui cartonne, c'est Among Us, il s'appelle, c'est quasiment Interville. Et il n'y a pas d'histoire ni rien, c'est vraiment... Et par contre, on voit apparaître dedans des joueurs qui sont... C'est-à-dire pour moi, c'est des athlètes, quoi. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui font des choses qui sont incroyables. Où on les regarde, on se dit, mais j'aimerais savoir faire ça. Bon, après, les gars, ils ont 400 heures, 800 heures, 2000 heures de jeu sur le jeu. Mais ouais. Et donc ensuite, le rôle du droit, il est là. Enfin, il y a le droit et le non-droit. L'ayant droit, enfin l'éditeur du jeu vidéo peut décider de laisser faire parce qu'il considère que c'est bon pour, ça lui fait de la notoriété, ça lui fait de la pub, c'est bon pour son business, c'est bon pour son jeu et d'avoir une communauté. Je crois qu'il y a quand même, il y a aussi des histoires où il y a des éditeurs qui ont essayé d'arrêter des youtubeurs et puis ce sont quand même leurs meilleurs clients, donc si la communauté commence à trop râler, on revient un peu en arrière. Il y en a d'autres qui peuvent avoir une attitude différente parce que, par exemple, ils veulent, comment dire, centraliser, contrôler les diffusions, les rediffusions, organiser des compétitions. Mais donc avec et là le droit d'auteur ou le copyright joue pleinement son rôle. C'est-à-dire que ça leur permet de contrôler, d'avoir cette propriété, ce monopole qui leur permet de faire ce qu'ils veulent par rapport à ce qu'ils ont créé, simplement. Ce qui est marrant du coup, c'est un truc à l'époque quand c'était sorti, je comprenais pas pourquoi, parce que j'étais en retard là-dessus. C'est quand la PlayStation 4 est sortie, sur les manettes il y avait un bouton qui s'appelait Share. Donc partager. Et en fait, ce qui se passe, c'est le principe, c'était quand on faisait une belle action de jeu, on pouvait appuyer sur ce bouton et c'était la vidéo avait été enregistrée, était partagée sur des serveurs où les gens pouvaient voir. Donc c'était vraiment les prémices du gaming. Mais donc moi, la question qui se pose, du coup, c'est en fait, est-ce que le constructeur alors après, peut-être que c'est avec des histoires de conditions d'utilisation, tout ça, mais est-ce que c'était au constructeur quelque part de forcer les éditeurs à accepter ce système-là? De dire, voilà, nous, sur notre console, il y aura un bouton qui permettra aux gens de voir, même sans avoir acheté le jeu, de voir ce que les autres font. Est-ce que le constructeur, c'était... ou est-ce qu'il fallait quand même qu'ils se mettent d'accord avec les éditeurs, même si je pense que Sony faisait un peu la loi avec les éditeurs. Mais du coup, c'était quelque chose qui faisait... exclusivités, ouais, parce que quelque part, j'ai envie de dire, c'est plutôt au rôle de l'éditeur, normalement, d'accepter ça, plutôt que... Une colle, une autre, ouais, intéressant. Non, je crois que dans ce genre de situation, le contrat doit jouer son rôle pleinement. C'est ça, mais moi je pense que ça appelle... Et là, nous, c'est là où on a une limite, c'est que on n'a pas forcément les informations. Oui, non, bien sûr. Mais il me semble que ça interroge sur une question qui est sans doute vraiment actuelle. Parce que la pop culture a toujours eu de la pop culture à chaque époque, mais actuellement, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont drivées directement par la technologie. C'est la technologie va rendre quelque chose possible, et ce quelque chose, on serait en droit de se dire, bah non, c'est plutôt aux auteurs de laisser faire ça ou de vouloir ça. Et en fait, c'est la technologie qui fait que cette chose-là va arriver. Je ne sais pas si je suis clair. Je vais prendre un exemple. C'est-à-dire que l'idée, ça serait que c'est l'outil technique qui interdit ou qui permet, et pas le droit. Si je reprends l'exemple de non, c'est pas le droit. Ce que je veux dire, c'est par exemple, si je reprends, je vais prendre un autre exemple, TikTok, sur l'application TikTok, quand on regarde une vidéo TikTok, donc qui fait 15-20 secondes, etc., à chaque fois, il y a un son. De fait, moi, je peux cliquer sur ce son et faire mon propre TikTok qui va utiliser exactement ce son-là,
y compris si le son n'était pas une chanson ou un extrait de chanson, mais si par exemple moi je fais un TikTok où je parle, quelqu'un peut reprendre le TikTok en utilisant ma voix et faire un playback. Et ça c'est l'application qui impose ça. Il y a des conditions d'utilisation nécessairement, parce que là on parle de droit de la personnalité, hein. La voix c'est partie de la personnalité, donc ça veut dire que dans les conditions d'utilisation, on a envisagé une forme de cession d'un élément de la personnalité, c'est quand même assez incroyable. En droit français, c'est très très difficile à valider, à mon avis. L'appli, en tout cas, elle tourne. Et ce qui se passe pour le coup, c'est que je pense qu'on est vraiment sur un exemple qui est très très moderne. Donc on est vraiment pile dans l'ère du temps, où c'est la technologie qui a imposé une fonctionnalité, et ensuite, au droit et au contrat, tout ça, de s'adapter pour que ça fonctionne. Parce que si la fonctionnalité, d'un coup, devient populaire, et que des centaines de milliers ou des millions de personnes se mettent à l'utiliser, c'est trop tard. C'est là où on va se poser la question de est-ce qu'il faut être tolérant ou pas. C'est d'abord, est-ce qu'on a la possibilité technique de ne pas être tolérant? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut faire interdire quelque chose sur Twitter, comment on fait? Et puis, c'est est-ce qu'on a envie de se risquer, de risquer de s'aliéner toute la population? Je dirais, il faut avoir les épaules solides. Aujourd'hui, si on est dans un éditeur de jeux vidéo et qu'on a un jeu vidéo qui commence à bien marcher chez les streamers, pour leur dire non, mais vous n'avez pas le droit, on va vous coller des amendes. Je pense qu'il y a et c'est encore plus compliqué que ça, parce que s'il stream, c'est sur YouTube, donc c'est à YouTube qu'il faut dire d'enlever les œuvres. Ça peut fonctionner. Alors, enlever les œuvres, pour le coup, ça on sait faire, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitch, ou que ce soit sur les autres, j'ai plus les noms, mais enfin, il y a quelques autres plateformes qui existent. Mais c'est vraiment juste parce qu'en général, un streamer, c'est pas il fait une vidéo et ensuite les vrais gros streamers, en général, leurs replays font des vues, mais c'est pas là que se passe leur business. Leur business, c'est vraiment dans le live. Et donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour interdire un streamer, si tant est qu'on veut l'interdire, comment est-ce qu'on fait pour interdire qu'il recommence? Je pense pas que ce soit une chose simple. S'il est populaire, je pense pas que ce soit simple. Oui, alors, moi, en termes juridiques, ça me semble pas très compliqué. En termes de communication, c'est plus complexe. Là, c'est autre chose. Et ce qui est marrant, en même temps, je réfléchis pendant que je le disais, en même temps, je réfléchis, ce qui est marrant, c'est que c'est parfaitement admis, par contre, pour les films. C'est-à-dire que moi, j'ai un copain qui stream, lui, ce qu'il fait, c'est que souvent, il fait des réactions en regardant un film. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il montre le timecode uniquement, donc où est-ce qu'il en est du film à l'écran. Il dit, voilà, aujourd'hui, je vais regarder tel film, mettons un film qui est sur Netflix. Et donc, les gens qui regardent le stream, vous pouvez aller sur Netflix, on va lancer la vidéo en même temps, et puis moi, je vais vous faire mes réactions en même temps, sauf que les gens ne voient pas l'image et ils n'ont pas le son du film. Si les gens veulent l'image et le son du film, il faut qu'ils le regardent chez eux. Et donc là, on est dans un cas qui est à peu près qui est totalement légitime, j'ai envie de dire. Et ce qui est marrant, c'est que c'est parfaitement admis c'est parfaitement admis par les gens que, bah ouais, il ne peut pas streamer un film. Alors que le jeu vidéo, il n'y a aucun problème. Parce que le jeu vidéo, il y a quand même cette idée-là que le fond de ce qu'on regarde, c'est pas le jeu vidéo, c'est le joueur. Ben, c'est ce que fait le joueur. C'est ça. C'est ce que fait le joueur pour avancer. Tout à fait. Et bon, est-ce que finalement, on n'est pas sur un modèle qui s'apparente, mais là, il y avait aussi un aspect peut-être contractuel, mais c'est ce qu'on avait dans les Solus, si on remonte 15-20 ans en arrière. Oui. Finalement, là aussi, c'est un modèle qui a un tout petit peu évolué, c'est-à-dire qu'auparavant, on avait la Solus de Zelda sur Super NES ou de Secret of Mana, on avait des manuels comme ça de 200 pages pour nous dire ce qu'il fallait faire. Secret of Mana. Et puis, aujourd'hui encore, hein, sur les jeux, ça existe. Hein. Mais on a aujourd'hui des youtubeurs ou des personnes qui sont sur Twitch et qui le font en live, et ce qui permet d'apprendre et d'avancer, tout simplement. Et là, les questions juridiques se posent un peu différemment. Évidemment, parce qu'on peut imaginer que les Solus, rappelez-vous, elles étaient licenciées. Alors, on me dit, je m'aperçois que l'heure avance, et on me dit qu'il y a des questions en ligne, et comme l'idée de départ de ces conversations, c'est d'avoir un échange avec le public, mais comme je disais dans l'introduction, le public n'est pas dans la salle. Mais merci de retransmettre les questions posées en ligne. Est-ce qu'il y a d'autres pays dans lesquels les juristes ou les universitaires se sont saisis de
ces questions et on fait des colloques ou des ouvrages comme ça, ou est-ce que c'est franco-français? Alors, c'est pas franco-français. Aux États-Unis, vraiment, le mouvement droit et pop culture est très développé. Et d'ailleurs, je l'ai pas précisé tout à l'heure, il est tellement développé que la pop culture, elle est présente même chez les juges. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une décision d'un juge où on fait référence à un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ça existe. Et là, je vous renvoie à un article de Jean-Christophe Roda dans Droit et super-héros qui est sorti aux presses universitaires de Franche-Comté, où justement il revient sur la place des super-héros dans la jurisprudence américaine. Donc le mouvement droit et pop culture trouve sa source très clairement aux États-Unis. Après, encore une fois, il y a ces trois niveaux hein, sur l'aspect un peu vulgarisation ou sur l'aspect perception du droit par le Kidam à travers la pop culture. On trouve ça dans les pays anglo-saxons. Au Royaume-Uni, vous avez des appels à projets assez fréquents. Par contre, et là, je ne veux pas trop m'avancer, mais j'ai quand même regardé à droite à gauche, quelque chose d'un peu plus scientifique, on va dire, qui regroupe plusieurs contributions. J'ai pas l'impression que ça existe par ailleurs. Un sujet propriété intellectuelle et pop culture, c'est-à-dire une approche de droit positif et prendre la pop culture comme objet d'étude en tant que tel dans le domaine de la propriété intellectuelle, sincèrement, en Europe, je pense que c'est le premier ouvrage en la matière. Oui, moi je pense du point de vue de l'étude du droit, c'est-à-dire la science juridique, bon, j'en connais pas, ça veut pas dire que ça n'existe pas, mais s'il y a non plus, donc c'est pas très développé. Après, la question, par exemple, on a beaucoup d'exemples, on peut trouver dans les jurisprudences américaines des magistrats qui font des références à des œuvres, à Star Trek, à ce que vous voulez. Il y a une double question de culture. Il y a une question, ce que disait Bruce, qui disait mais la vulgarisation aux États-Unis c'est pas du tout la même chose que chez nous, et on assume beaucoup plus facilement de regarder Star Trek. Un magistrat il peut regarder Star Trek et puis il peut le dire publiquement. Et puis ce sont des juges. Et puis il y a une question de culture juridique. Il y a une question de culture juridique parce que on a souvent des magistrats qui sont élus, donc qui ont une espèce de public, si vous voulez. Donc, et puis on a aussi des décisions de justice qui sont beaucoup plus longues. Nous, on a une culture juridique de la concision. On a un arrêt de cour de cassation, la solution, elle se trouve en un paragraphe. Pour un Américain, c'est très étrange, parce que on a beaucoup d'explications. Et puis, aux États-Unis, on a les publications d'opinions dissidentes. Donc, quand vous avez 3 juges, vous pouvez avoir un des juges ou 5 juges, peu importe, enfin, peu importe le nombre, vous pouvez avoir certains juges qui publient et on a accès à ces documents. Alors que nous, chez nous, celui qui rend la décision de justice, c'est la juridiction, c'est pas le juge. Donc on n'a pas accès à l'opinion dissidente puisqu'elle n'est pas censée exister, puisque c'est la juridiction qui a rendu la... Donc on n'a pas la source, alors que vraisemblablement, c'est même pas vraisemblable, c'est certain, nos magistrats français, ils regardent des séries de télé, je veux dire, quand ils ont des cas à traiter, sans doute qu'ils ont une influence qui est culturelle, je veux dire, c'est naturel. Simplement, c'est quelque chose qu'on ne retrouvera pas à l'écrit, si vous voulez. On n'aura pas de traces. Il y avait d'autres questions? J'en ai une autre. Ah d'accord, très bien, c'est formidable. Sur les influenceurs, parce que vous parliez des influenceurs, justement, il n'y a pas de droit des influenceurs, en tout cas pas encore, mais quel type de contrat, par exemple, vous parliez de contrat d'artiste-interprète, de contrat de mannequinat, est-ce que c'est des droits d'auteur? Voilà. Mais là encore, je pense qu'il faut se garder de parler d'un droit comme on doit se garder de parler d'un droit de la pop culture. Je pense qu'on appliquera en fait les règles de droit existantes, on les adaptera peut-être, on essaiera peut-être de repousser quelques limites, mais l'objectif est évidemment de faire rentrer l'influenceur dans les règles juridiques existantes. Donc on peut partir sur du droit social le cas échéant si on arrive à démontrer qu'il y a un lien de subordination. Est-ce qu'on sera sur du droit voisin artiste-interprète? Pour ce faire, il faut encore qu'il interprète quelque chose. Est-ce qu'on est sur du droit d'auteur? Encore faut-il que ce qu'il prononce, les textes éventuellement qu'il
pourrait... Ça dépend du degré de liberté qu'il a quand il fait un Exactement, il faudra que ça soit original. Donc, on essaiera simplement de faire rentrer en fonction des cas. Et encore une fois, l'influenceur, c'est très intéressant parce que vous avez la propriété intellectuelle avec non seulement le droit d'auteur et éventuellement les droits voisins, le droit des marques aussi qui est omniprésent parce que l'objectif de l'influenceur, c'est potentiellement de vendre quelque chose. Il faudra voir le contrat de licence qu'il y a en amont. Et puis, il y a ces aspects de droit du travail. Donc, il n'y a pas un droit de l'influenceur, il y a simplement un objectif de faire rentrer l'influenceur dans les cases existantes et ça sera distributif, hein, évidemment. Il faut, encore une fois, moi je suis toujours très perplexe à cette idée de créer un droit qui serait pour la peine un droit sui generis. Et le droit sui generis, c'est pas généralement la solution idoine, quoi. C'est toujours un peu facile de dire « Ah, il y a une situation particulière ». Donc il faudrait créer un nouveau droit 2 dont je serai le seul et l'unique spécialiste ou le meilleur spécialiste. Vous voyez, donc ça c'est un réflexe qu'on retrouve et sur lequel nous, avec Yann, on s'y retrouve. On est assez, je veux dire conservateur, mais dans le sens où on conserve toujours quelque chose de toute façon, mais dans le sens où le droit existe, si le droit existant répond à la question. Un contrat, c'est un contrat. Et vous êtes sur Internet ou pas, je veux dire, c'est une question qu'on se posait, c'est de mémoire un rapport du Conseil d'État de 1999 sur Internet et les réseaux numériques. Bon, et puis qui dit, et qui ensuite, on a créé un forum des droits sur l'Internet. C'était pas le droit de l'Internet. Parce qu'en fait, le droit de l'Internet, à proprement parler, ça n'existe pas. Il n'y a pas de droit spécifique de l'Internet. Un contrat sur Internet, c'est un contrat. C'est comme la contrefaçon sur Internet, ça reste la contrefaçon, c'est de la contrefaçon. Alors, ensuite, il y a une dimension qui est particulière. Qui est géographique, déjà. Comment ? Qui est géographique, déjà. Qui est géographique, il y a des questions de loi applicables, il y a des problématiques particulières, mais les questions de loi applicables, on a déjà des règles juridiques pour les régler, donc, enfin pour les résoudre. Mais non, bon, voilà. Dans le genre, moi, ça me fait penser, parce que j'imagine, alors je sais pas si c'est un droit spécifique ou pas, mais parce que j'imagine qu'il y a quand même des règles particulières concernant la publicité. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de marques en ce moment qui abusent beaucoup auprès des youtubeurs en faisant sponsoriser les vidéos par des petites publicités que vous avez peut-être déjà vues dans les vidéos YouTube au début ou à la fin, qui sont non seulement des pubs qui vont rester à vie tant que la vidéo existe, la pub elle est accrochée, et puis ce qui se passe, c'est que parfois, dans ces messages publicitaires, on entend des choses qui, il me semble, ne passeraient jamais dans une publicité, ne passerait jamais le bureau de vérification des pubs, en gros. Maintenant, je ne sais pas si le bureau de vérification des pubs, c'est lié à quelque chose de légal, ou si c'est lié à une espèce de charte de l'audiovisuel. Je ne sais pas s'il y a un droit spécifique de ça. Bon, il y a un droit de la publicité, ça c'est très clair. Bon, je ne vais pas m'avancer sur ce terrain de peur de dire des bêtises. Je ne sais pas si, Franck, toi, tu as des éléments de réponse sur... Non, alors je ne suis pas spécialiste, et alors précisément, moi, je me garde de... Mais si, par exemple, voilà, mais moi, je vois deux choses. C'est que déjà, c'est pas impossible que YouTube râle quand même. Enfin, moi, je serai à la base de YouTube. Mon business, c'est de vendre de la pub. S'il commence à faire de la pub en marge de mon système à moi, il se débrouille, YouTube. Oui, il se débrouille, mais bon, quand même, là, il y a une espèce de concurrence par rapport aux publicités. Et la deuxième question, j'ai l'impression que ça relèverait du CSA. C'est ça, en fait. Là, c'est une question de moyens, mais qu'on retrouve, qui est récurrente. Oui, parce ça va être la même chose. C'est des choses qui arrivent des milliers de fois. Est-ce qu'on est tolérant? On a de l'usage massif. Non, c'est qu'on a de l'usage massif et qu'il faut avoir les moyens de contrôler. C'est ça. Voilà. Okay. Donc c'est une question d'application du droit, mais plus que d'existence de la règle elle-même, c'est de donner les moyens, d'embaucher des personnes qui vont dire il y a un problème là, et on a le budget pour embaucher des personnes et pour venir faire la police, entre guillemets, sur cette question-là. Mais voilà, je suis pas certain sur cette question-là qu'il y ait une vraie problématique juridique telle que... Parce que nous, universitaires, on essaye de chercher la petite bête là où ça va pas, quoi. Ouais. Hein. Mais bon, les mêmes, c'est quand même quelque chose de très répandu, et c'est parfaitement illicite, quoi. Donc voilà, donc ça interroge. Là, voilà, donc il faut savoir faire le tri, et encore une fois, je vais encore dire c'est compliqué la réponse, mais c'est compliqué. Il faut être, voilà, je suis pas assez spécialiste pour avoir une réponse sûre et certain. Mais il y a deux types de situations. Il y a celle où on a la réponse juridique, on a l'outil juridique et on a un problème de mise en œuvre. Et il y a celle où, fondamentalement, le droit ne sait pas répondre
Et là, on peut réfléchir à une modification de la loi, de la règle de droit, ou une interprétation différente, ou voilà. Et c'est plus sur ce deuxième aspect que nous on veut réfléchir, ou on réfléchit à la marge. C'est toujours là où c'est intéressant. Et donc voilà, donc c'est sur cet aspect-là qu'on est. Mais ce qui tend à démontrer une chose, c'est que le sujet, il est loin d'être épuisé et qu'il y a encore énormément de questions. Et voilà, la pop culture, c'est un objet d'étude à part entière et il faut évidemment encourager les études allant dans ce sens, quoi. Il faut se saisir de cette question. Et non seulement c'est loin d'être épuisé, mais en plus maintenant la pop culture, j'imagine, je ne veux pas faire de prédiction, mais j'imagine que dans les prochaines années, on va avoir de plus en plus d'intelligence artificielle, peut-être un petit peu de robotique, peut-être des choses comme ça qui vont en plus soulever sans doute plein de questions quand on va commencer à avoir des œuvres créées par des machines. Bah, ça a déjà débuté là, en relisant l'article de Sarah Dormont, parce que la question est évoquée dans l'ouvrage. Je suis allé vérifier quelque chose, parce que moi je suis plutôt côté manga. Alors c'est vrai qu'il y a eu une peinture de Rembrandt élaborée par une intelligence artificielle, mais voilà, je me suis mis plutôt de mon côté et il y a un manga d'Osamu Tezuka, en tout cas style Osamu Tezuka, qui a été développé au Japon par une intelligence artificielle. Et donc évidemment la question ensuite déjà de la titularité, qui est l'auteur, la question de la protection, etc. Ça c'est des questions qui sont réelles. Alors bon, je pense qu'on a quand même déjà un semblant de réponse. Là, pour à peine, Franck est un vrai spécialiste de la question de l'intelligence artificielle. On a un diplôme dédié au CEPI, intelligence artificielle et propriété intellectuelle, où justement on a une approche transversale, où c'est non seulement le droit d'auteur, mais c'est aussi la question des brevets qui se pose avec cette question cruciale de la titularité. Bon, objectivement, si tant est qu'on puisse considérer que c'est uniquement l'intelligence artificielle, et bon, n'étant pas spécialiste, mais j'ai bien compris que c'était peut-être pas le terme idoine à utiliser, si tant est que ce soit vraiment l'intelligence artificielle qui soit auteur, eh bien, on ne peut pas lui reconnaître une titularité, évidemment. En tout cas, pas en l'état actuel des choses. Et c'est là où la science-fiction doit nous interpeller, parce que, sauf erreur de ma part, et j'avais lu ça dans l'ouvrage de Fabrice Desferrard sur Star Trek et le droit, donc l'objectif, c'était vraiment d'envisager l'œuvre Star Trek et d'appréhender vraiment toutes les questions juridiques dans Star Trek. Alors, il y a des questions de DIP, évidemment, de droit de l'environnement, sans doute, et il y a quand même une toute petite question sur la propriété intellectuelle, et c'était justement une œuvre qui avait été élaborée par un droïde ou je ne sais quoi, en tout cas par une intelligence artificielle. Et donc on voit bien que ces questions elles ont déjà été envisagées par les auteurs de science-fiction. Je pense qu'on aurait tout intérêt, en tout cas, à lire peut-être un peu plus de la science-fiction, bien sûr, pour justement anticiper les questions auxquelles on sera confronté demain. Alors pour clore, parce que le temps qui nous était imparti est épuisé, deux choses. Une remarque que j'ai sur Facebook de Malika, qui dit sur la question des influenceurs, il y a davantage de réflexion de la part des sociologues et des économistes sur le digital labor, mais elle renvoie aux remarques très intéressantes sur les contrats intermédiaires et d'intermédiaires du professeur Emmanuel Netter. Alors, j'ai pas la référence, mais donc Emmanuel Netter, je ne sais pas si tu connais cet article, je le connais pas. Non, je connais pas cet article d'Emmanuel, mais en tout cas, la question en droit a déjà été posée. Il y a déjà des colloques qui ont été organisés. De ma part, il y a un colloque qui avait été organisé il y a un peu plus d'un an de cela, avant qu'on soit confiné, par Créteil. Donc non, c'est une question déjà dont on s'est déjà saisi. Très objectivement, encore une fois, il faut se garder d'envisager un droit sui generis. Voilà. Et dernière chose par rapport à ce qu'on disait sur l'intelligence artificielle avec des guillemets, parce que ça regroupe beaucoup de techniques différentes en réalité quand on regarde le détail. Au jour d'aujourd'hui, quand on discute avec des gens un peu sérieux, il y a une forme de mystification un peu avec cette expression intelligence artificielle. Un algorithme ne crée pas, une machine ne crée pas. Voilà, enfin, il y a toujours de l'humain avant, pendant, après. On va pas avoir le temps de discuter de ça, mais vraiment c'est quelque chose qui se discute. Oui, non, mais alors, ma conclusion, ça va être, on en rediscute la prochaine fois. Avec plaisir. Mais on vient aussi de publier à la revue francophone de propriété intellectuelle des actes d'un colloque qu'on avait organisé aussi en 2018, je crois, en 2019 ou 2018, où on avait pris les lois de la robotique d'Asimov. Et le droit, donc là c'est pas que la propriété intellectuelle, mais je pensais à ce que tu disais Yann, là c'est pas quelque chose qu'on traite dans cet ouvrage, mais
un des romans d'Asimov qui commence par, enfin c'est une enquête policière avec un meurtre et on se demande si c'est pas un robot qui aurait, qui serait coupable. C'est iRobot, ouais. adapté par Alex Proyas avec. Alors là, je parle d'Asimov, Will hein, je parle pas de Philippe Cadic, mais bon. Ah, iRobot. Non, oui, mais oui. Ah, iRobot, c'est Asimov. Hein. Ah oui, pardon, oui, Ouais. non, oui, mais c'était pas à iRobot que je pensais. Ah oui. Mais bon, voilà, une question pénale. Là, c'est pas ce qu'on a fait, mais on a pris le volet de la robotique en se disant, ça parle aux gens. Donc c'est un peu la même histoire. C'est peut-être la prochaine séance qu'on fera ensemble ici à la librairie Kléber, où on viendra parler des lois de la rubrique d'Asimov. On avait pris beaucoup de plaisir à faire cette conférence. J'en garde un excellent souvenir. Donc j'espère que ça s'en ressent dans le petit ouvrage que nous avons publié issu de cette conférence. Voilà, donc je vous remercie pour votre présence en ligne, en direct, en différé. Je remercie à nouveau Albéric Kléber pour son hospitalité. Merci beaucoup. Et à très bientôt et bon week-end. Au revoir.